Swag. Voilà, on va parler de Fedor, il se marre parce que Fedor ce week-end va peut-être mourir. Ah, Non, t'es un peu dur, c'est comme ça. Finale du Grand Prix Heavyweight du Bellator. Ryan Bader, Fedor Emelianenko, qui se retrouve là. On en avait déjà parlé avec l'ancien Polydomso, qui est là. C'était prévu. Il avait eu un tirage au sort, j'ai presque envie de dire facile. Favorable. Ouais. Et alors que Ryan Bader, champion light heavyweight du Bellator, lui se retrouve ici en finale après avoir mérité clairement sa place. Et ça s'annonce intéressant. Ça s'annonce super intéressant. C'est vrai que Ryan Bader, qui à l'UFC, il a été stoppé par les plus grands, c'est ce qu'on disait juste avant. Il a perdu contre John Jones, il s'est fait mettre KO contre Anthony Johnson, Machida, Tito Ortiz, enfin Glover Teixeira, il y en a vraiment pas mal. Mais à chaque fois, ce sont vraiment les meilleurs des meilleurs. Et c'était un peu Ryan Bader, c'est vraiment ce combattant. Donc si on devait les classer, il y a B, C, A, machin. Les A+, c'est ceux qui gagnent les championnats. Bader, c'est A. Il arrive toujours au dernier carré et à chaque fois, il s'écroule parce qu'il tombe contre vraiment le démon, tu vois, dans le manoir. Du coup, c'est un extrêmement bon, et la meilleure preuve, c'est qu'effectivement, il a été au Bellator où il est devenu champion, et pas contre des petits clients. Hein. C'est vrai que du coup, il a battu Phil Davis déjà, il l'a rebattu, il avait battu l'UFC. Qui est toujours difficile à battre en plus. Qui est toujours difficile à battre, Linton Vassell, enfin, il a vraiment battu des gros noms, et là, il enquille avec le tournoi Heavyweight, et il a donc déjà battu Mohamed Lawal en quart de finale. En plus, en quoi, hyper rapidement, je crois. J'ai pas 13 secondes, mais c'était un KO expéditif. Un vrai KO expéditif, et il s'est débarrassé là, la dernière, en demi-finale, de Matt Mitrione, qui est lui un vrai poids lourd, un vrai de vrai. Pour avoir Mikao Fedor, hein. Ouais. Oui, mais c'était après un double knockdown. Certes, quand même, gardons-le en mais c'est ça, de toute façon, on y viendra, c'est le fait que de toute manière, quoi qu'il arrive, Fedor, c'est peut-être le combattant le plus spectaculaire. Tu sais toujours qu'un combat de Fedor, il va y avoir des feux d'artifice. Mais donc voilà, pour en revenir à Ryan Bader, c'est un gros client, peut-être même parce qu'il est vraiment dans son pic athlétique encore, il est relativement jeune, il est, s'il revenait à l'UFC, peut-être qu'il ferait plus d'étincelles qu'avant, on ne sait pas. Donc, puis c'est un mec qui est, mine de rien, pleinement investi dans sa carrière, contrairement à Fedor, qui parle en plus de retraite. Il l'a dit, il a prononcé les mots là il y a quelques jours. Je commence à penser de plus en plus à la retraite. Donc c'est son baroud d'honneur, ce combat-là, c'est clair. Il le sait. Alors pour Fedor, on ne présente plus Fedor, il n'y a plus besoin. Le dernier empereur. Par contre, ce qui me fait peut-être un peu peur, c'est que des derniers combats, il a l'air de vraiment gasser assez vite, de vider son question de cardio assez rapidement. Donc il est un petit peu comme alors vraiment, pas pour dire qu'il est dopé du tout, mais il est comme le TRT Victor. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent, c'est le Victor Belfort qui était de la belle époque, de l'époque, tu sais, des picousses sous les draps. Là. Et du coup, il a un round, voire même peut-être un peu moins que ça, où c'est l'enfer sur terre. Mais si on survit à ce round, il est beaucoup plus prenable. Et puis après, moi, ce que je reproche aussi à Fedor, c'est vrai que là, surtout depuis qu'il est au Bellator, il applique vraiment la stratégie de Fedor de base, quoi. C'est... quoique Fedor old school, oui, c'est vrai. Old school qui a commencé à ne plus taffer. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que là, même contre Chael Sonnen, il y a eu un moment, c'était un peu tendu. Complètement. Quand on se dit que Chael Sonnen, qui lui aussi est plus dehors que dedans aujourd'hui, avec son job chez ESPN et tout, et puis que la catégorie heavyweight, c'est pas du tout la sienne, c'est ça qui, moi, me fait énormément peur. Et c'est vrai que je vois ce que tu veux dire dans le sens old school Fedor, c'est que c'est un Fedor qui vient pour tuer, en fait. Ouais, exactement. C'est un Fedor qui vient pour kill or be killed, comme dirait Nate Diaz, tuer ou être tué. Donc c'est toujours excitant, encore plus qu'avant, même si ça l'était déjà avant. Mais c'est vrai que cela dit, même si c'est old school Fedor de ce point de vue-là, voilà, il a plus la puissance qu'il avait avant, il a plus le cardio qu'il avait avant. Il a toujours. Il a plus la raison non plus. J'ai pas l'impression que c'est réfléchi quand il arrive. Genre par exemple contre Chael Sonnen, il arrivait. Je fonce dans. Attends, il y a eu contre Chael Sonnen et contre Frank Mir. Contre Frank Mir aussi, c'est un KO, certes, il s'est imposé après 1 minute 50, mais c'était très très chaud. En fait, j'ai l'impression qu'il les voit vraiment comme des bras de fer maintenant. On va tout mettre, mais vraiment tout mettre pour la pure épreuve de force sur les premières minutes, et qui ose gagne, on verra qui tombera en premier. C'est un peu ça. Alors cela dit, Fedor n'est pas Fedor pour rien.
Et quand on a l'impression qu'il brôle comme un abruti, c'est pas possible. C'est jamais le cas. C'est-à-dire qu'il y a toujours, ça reste Fedor. Il y a des angles qui sont choisis, il y a des déplacements qui sont choisis. Non, vraiment. Oui. Et du coup, et c'est pas pour rien que qu'il sort gagnant de sa, je sais pas combien, 7-8 derniers combats. C'est qu'il a cette technique-là, mais c'est pas du n'importe quoi. Donc en fait, c'est pour ça que malheureusement, j'ai du mal à voir beaucoup de scénarios où il pourrait gagner ce samedi-là. Et de toute façon, tu en parlais dans l'avant-podcast quand on était en régie, justement, avec les makers. C'était vraiment, pour toi, ce combat n'ira pas à la décision. Alors ça, il y a peu de choses desquelles je suis sûr dans la vie, tu vois. Comme une victoire de TJ Dillashaw. Bon, voilà, on est podcast, on est aux fraises, c'est clair. Mais tout aussi sûr qu'on aura des hivers de moins en moins froids, alors là j'en suis sûr, et sinon j'arrête la sueur. Je vous assure que ça n'ira pas à la décision, c'est impossible. Ça se termine en décision. C'est impossible. Mec, j'en suis tellement sûr. Déjà, il y a le Fedor Burst, et si le Fedor Burst ne marche pas, il est fini dans les 5 minutes. En plus, c'est 5 rounds. C'est 5 rounds. Oui. C'est vrai que là, pour Fedor, 5 rounds contre un Bader, c'est extrêmement compliqué. Et vous pouvez être sûr que dans son game plan à Fedor, il y a marqué premier round, on fait ça, et après il n'y a plus rien. Exactement. Vous pouvez en être sûr. Mais voilà, pour en revenir au combat, c'est vrai que certes, c'est pas le Fedor à l'ancienne dans ce qui est de la performance physique, dans ce qui est du paquet au total, mais d'un autre côté, il reste tellement dangereux, et pour n'importe qui sur cette planète, sur le premier round, qu'il a une chance. Il a une véritable chance. Et son avantage aussi, c'est pour ça que pour moi, en fait, l'infime espoir que j'ai, c'est que Ryan Bader, ne l'oublions pas, c'est quand même un light heavyweight à la base. Alors que Fedor, c'est plus grand heavyweight de all time, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Certes vieillissant, certes qui encaisse moins bien les coups, mais là, à part la lutte de Bader, qui est quand même très très affûté, c'est un peu ça le souci. C'est ça le souci. Sinon, voilà, lui, il a beaucoup plus de certitude dans cette catégorie que Ryan Bader. Ouais, parce que Fedor, il met KO des heavyweights depuis qu'il est tout bambin quasiment. Exactement. Ouais, voilà. C'est vrai que Ryan Bader, lui aussi, il commence à vraiment, en anglais ce serait manhandle. Il commence à vraiment s'occuper de heavyweight comme si c'était sa catégorie naturelle. Mais voilà, cela dit, c'est ça qui est cool, c'est qu'on sait que Fedor, il a le one punch knockout, et contre n'importe qui, même contre des mecs, on l'a vu au Pride, qui font 160 kilos quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que comme tu le soulignais, en revanche, Ryan Bader, qui est aussi un combattant extrêmement intelligent dans son approche, et durable aussi. Durable, intelligent, extrêmement puissant. C'est pas pour rien qu'il a été capable de dominer, et vraiment dominer la tête, les épaules, Matt Mitrione, qui est lui un vrai ancien footballeur américain énorme, un vrai heavyweight, 110-115 kilos. Il a été capable de le dominer physiquement, mais aussi par sa technique de lutte, parce que c'est un lutteur de très 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 haut niveau, catégorie 1 à NCAA. Mais donc voilà, le problème c'est que je pense que évidemment Ryan Bader est au courant que c'est ces 5 minutes qui vont être chaudes. J'ai du mal à croire que Ryan Bader va donc rentrer dans l'art et rentrer dans la caverne du monstre, la bite à l'air. Du coup, de toute façon, je pense que Ryan Bader va gérer les premiers rounds, essayer d'user Fedor, et je pense que ça va se terminer en faveur de Bader. Là, mais moi, je vois bien un KO par ground and pound, tu vois. Genre Silva Pezzao, comment il s'appelle ? C'est Silva, le Bigfoot, Antonio Silva. Ouais, exactement. Ouais. C'est possible, c'est vraiment possible. Et voilà, si Fedor perdait là, je pense que... Et du bon, mais même quoi qu'il arrive, en fait, c'est ça aussi, c'est le sous-titre finalement de notre podcast, la dernière de Fedor, parce que moi, même s'il gagne, tu vois, j'ai envie que ça fasse un truc, en gros, il prend le Grand Prix, et même s'il est champion, parce que là, en fait, en gros, c'est all-in, le mec, winner takes all, en gros, c'est... Un anglicisme pour un autre. Pardon, donc le gagnant prend tout. C'est vrai. On prend le Grand Prix et la ceinture, et j'ai pas envie de le voir défendre, tu vois, j'ai envie qu'on ait ce souvenir de Fedor, il est venu au Bellator,
il y a eu certes cette défaite contre Mitrione, ensuite il y a eu le Grand Prix, il a tout gagné, il part la tête haute et t'as pas ce côté il a fait quelques combats en trop. Exactement comme Cro Cop aurait peut-être dû arrêter, même s'il est encore sur une série de victoires, mais il aurait peut-être dû arrêter après sa victoire dans le Grand Prix du Rising, parce qu'il était à l'apogée. C'était peut-être pas l'UFC, mais c'était quand même un très très gros tournoi avec des gros noms. C'est ça. Et voilà, et là en plus c'est vrai qu'il y a eu cette série de 3 défaites qu'on connaît tous pour Fedor. Il est revenu et il a gagné ses combats, il a eu quelques faits d'armes. Il y a eu Mambo Babo. Mambo Babo. Qui a quand même été Maldonado, très compliqué. D'ailleurs, faut pas le dire, c'est un secret, mais en gros, il a perdu et la décision a été retournée par certaines instances, mais l'association de MMA russe a refusé de retourner la décision, donc c'est toujours une victoire sur la page Wikipédia, ce qui est le plus important. Oui, ce qui est le plus important. Dans la vie, voilà. N'oubliez jamais. À 50 ans, si vous n'avez pas une page Wikipédia où vous n'avez que des victoires, ça va nulle part cette blague. Mais donc voilà où on voulait en venir. Effectivement, il faudrait qu'il s'arrête si jamais il gagne. Ce serait parfait pour tous les fans de Fedor. Si Miniakov bat notre ami Cheikh Congo. Voilà pour la revanche. Mais dans tous les cas, ce sera pas un cadeau. Voilà, après Minakov et Fedor sont très potes, donc je pense pas, Minakov par respect pour Fedor, je pense pas qu'il l'aurait combattu de toute façon, mais si c'est pas Minakov, ça aurait été un autre tueur, donc de toute façon, arrêtons. Et il y a aussi Aaron Pico-Graham qui fait son retour, qui est donc à vraisemblablement un combat du titre featherweight contre le Pitbull, donc très intéressant. Parce que là, Aaron Pico, on vous le hype depuis maintenant un certain temps. On fait des articles aussi sur lui. Et lui, c'est, comme on le dit, la next-gen, dans le sens c'est un mec qui pourrait très bien être dans l'équipe olympique de lutte, mais qui pourrait aussi très bien être boxeur professionnel qui s'entraîne avec Freddy Rodchenko. Et pour le coup, c'est pas juste de l'hype avec tous les combattants de MMA qui sont un peu chauds en boxe, qui disent moi je pourrais me mettre à la boxe. Non, lui c'est vraiment sérieux. Et il a 20 ans, 21 ans. Il a encore 20 ans, je crois. Et ben il a 20 ans, on croit. On croit, il croit, Huracan. Mais voilà, Aaron Pico. Et quand Guillaume, mon cher Guillaume ici présent, vous dit qu'il aurait pu faire partie de l'équipe olympique, c'est pas il aurait pu, c'est s'il avait voulu, il était dans l'équipe olympique. Exactement. C'est juste lui qui a dit je vais maintenant me concentrer au MMA. Donc voilà, dans les dernières interviews, il a dit que son but c'était déjà de devenir le plus jeune champion de l'histoire déjà du Bellator. Et c'est pas du tout, et lui à la différence, c'est pour ça que j'aime énormément Aaron Pico, c'est pas un mec excès de confiance. Ou le gars qui fait un peu du trash talking ou de la provocation. Non, c'est vrai. C'est vrai, il prouve chaque combat que il back up. Il arrive à assumer. Il assume quand il dit quelque chose. Il a vraiment les compétences et les skills derrière pour vraiment assumer. Et voilà, donc quand il dit qu'il peut être champion du monde à 20 ans, à 21 ans, c'est vraiment, vraiment du domaine des possibles. Là, s'il bat Henry Corrales, ou Corrales, je sais pas comment on prononce, je me chauffe un peu trop peut-être. Clairement, ça y est, la piste est dégagée. Cela dit, alors Henry Corrales, c'est un client qui a un bon palmarès au Bellator, il est sur 4 victoires d'affilée là. Il a perdu contre 3 très bons, dont Patricio Freire. Et 2 anciens champions, deux anciens champions, Daniel Strauss et puis Emmanuel Newton. C'est pas Emmanuel Newton, Sanchez. Il y en a un des deux qui en light heavyweight, et je sais plus lequel c'est. Il y a un truc avec Ton. Je crois que c'est ça. Newton. Linton. Non, Linton Vessel, il est en light heavyweight. On en a parlé tout à l'heure. Mais bref. En tout cas, Henry Corrales, donc très solide. Et pareil, il a perdu que contre les très très bons. C'est un finisseur, c'est un mec qui fait pas rigoler. C'est un gars, il vient, c'est pareil. Même délire carrière, vétéran accompli. Même délire que Fedor, c'est il vient pour terminer ou être terminé. Il a, donc avec un succès moindre, bien entendu. Un succès moindre, mais bon, à son petit niveau, c'est quand même vachement bien. Il est non, par rapport à Fedor, toute proportion étant égale par ailleurs, mais c'est vrai que si soumission, si KO, c'est un mec qui vient, pour prouver qu'il est le meilleur combattant, mais dans le sens vraiment combattant du terme, pas dans le sens gagné au point PVNTS. Ça va être un feu d'artifice. Pareil, je serais très étonné que ça ait la décision. Oui, non, moi aussi. On matait un combat de Henry Corrales, là, son dernier contre Andy Main, et il vient pour finir. Il a, en tout cas de mon point de vue, clairement
un set de compétences qui est bien moins poli, bien moins poli que celui d'Aaron Pico. De toute façon, il reste abordable pour lui. Sinon, il lui aurait mis Benson Anderson. Voilà. Non, c'est clair. Il faut qu'il enquille un petit peu des contenders. Mais voilà, du combat qu'on regardait, les gestes sont pas aussi précis et il y a un peu de déchets, beaucoup plus que chez Aaron Pico. Tu sens qu'il n'y a pas la même intelligence de combat. Cardio, ça n'a pas l'air d'être la folie totale non plus. Donc vraiment, ça va être, je pense, encore l'occasion pour Aaron Pico de briller. Exactement. En striking en plus. En striking, parce que si ça va au sol, en plus, il a des 3 combats qu'il a perdu, Corrales, 2 sont par soumission. Donc, de toute façon, si Pico veut mettre Corrales au sol, il le fera. Là, le niveau en lutte, c'est même pas, c'est vraiment, c'est la différence entre la Terre et la Lune. Donc, entre Yoel Romero et moi, si vous voulez. Ouais, et Bjorn. mais voilà, donc c'est vrai que ça va être encore une fois une vitrine pour Aaron Pico. Ça va être encore probablement un superbe KO. Je serais très étonné que Henry Corrales arrive à créer un peu la surprise. Donc voilà, 2 main events, 2 combats qui n'iront pas probablement à la décision, 2 combats spectaculaires. Et puis un Bellator à ne pas rater, parce que c'est au Forum Los Angeles, ça fait plaisir, parce que c'est vrai que le Bellator, on n'a pas l'occasion d'en parler si souvent que ça. Et là, ils régalent. Là, ils font une carte qui est assez intéressante, le début de Jack Swagger, dont on reparlera très prochainement. Et c'est bien parce que voilà, comme tu le disais très justement, main et co-main, intéressant. Très intéressant. De toute façon, là, on va pas partir dans des digressions, mais c'est vrai que le Bellator, là, prouve depuis quelques temps, sous vraiment l'aile et l'impulsion de Scott Cooker, qui sont capables déjà de réaliser des événements de qualité, clairement, de ramener des stars. Ça, c'est vraiment Scott Cooker qui était là derrière tout ça. Des stars qui sont en train, l'hémorragie de l'UFC profite au Bellator en premier lieu. Donc, de plus en plus de gros noms, des super événements, des grands prix welterweight. Le Grand Prix après, welterweight. Moi, le seul truc que j'ai reproché au Bellator, et après, c'est compréhensible dans le sens où, comme c'est un peu la seule chose qu'ils ont, c'est, tu vois, le Grand Prix heavyweight et là le Grand Prix welterweight, ils étendent beaucoup trop. Tu vois qu'ils profitent à fond du truc. Genre, le Grand Prix heavyweight, quand ils l'ont annoncé, on était tous là, c'est intéressant. Certes, c'est des vieilles gloires, mais c'est quand même intéressant. Là, on se retrouve plus d'1 an après, en janvier, tu te dis presque, ah oui, c'est vrai, il y a Fedor et Bader qui combattent, tu vois. Pareil, welterweight, finalement, là, t'as John Fitch contre notre ami Rory McDowell. Rory qui vient de se faire dépecer par Gegard Mousasi. Donc pareil, le côté, t'as toute la hype qui est redescendue un peu. En plus de se dire, il joue sa ceinture contre John Fitch. Bon, je respecte énormément John Fitch. Oui, non, respect. C'est quand même un très gros client, mais effectivement, je vois ce que tu veux dire. Donc voilà, du bon, du moins bon. Ce qui est sûr, c'est que dans leur démarche et là dans leur pèlerinage vers, et ils y arrivent parce qu'ils sont maintenant chez Paramount, dans leur pèlerinage vers un mainstream et revenir et essayer de talonner un peu plus l'UFC. Ils font beaucoup plus de bien que de mal. Clairement. Et l'autre truc, oula, avec Rust, on est d'accord, c'est formidable de faire Semtex contre MVP. Mais ils font ça aux States, les gars. Ça aurait pu être la guerre civile, et les mecs nous font ça aux États-Unis. Je sais plus quelle est la raison, je sais que quand j'avais vu... C'est pour éviter la guerre civile, je pense. C'est vraiment ça. Non, je déconne, non, parce que je sais qu'il y avait évidemment une histoire de time zone, parce que du coup, pour le Bellator, sinon ils feront pas de chiffres à la télé ou je sais pas trop quoi. Mais c'est vraiment tellement dommage parce que pour le coup, on en parle souvent des événements qui font rentrer certaines organisations ou certains combattants dans la légende. Typiquement, ça, c'était un événement vraiment du même calibre. Là, c'est le premier qui me vient. Avec le Strikeforce, c'était Scott Cooker toujours. Nick Diaz contre Paul Daley. Voilà. C'est vraiment le genre d'événement où, là, encore des années après, tu vois, j'y retourne de temps en temps, juste pour l'ambiance. J'y retourne de temps en temps et voilà, je me fais le round Paul Daley, Nick Diaz, parce que c'était juste vraiment légendaire, un des meilleurs rounds de tous les temps. Ils avaient l'occasion de le faire, ils avaient l'occasion de créer un événement, de créer une ambiance, de créer vraiment une boule de neige qui serait rentrée dans les mémoires, et ils le font pas pour des histoires de time zone et il faut bien rester dans les carrés, et c'est vraiment dommage. Terrible, et puis mais monsieur, mon cher Rust, on a une annonce aussi. On a une annonce, parce qu'on lance un nouveau format. Eh oui, maintenant la sueur part sur le terrain. Chaque semaine, une interview aux quatre coins de la planète. Non, on déconne. Budget, non. Mais par contre, on va faire des portraits. Oui. Et ça devait être Crocop. On avait teasé un petit peu Crocop. C'est vrai ? Ouais, on avait teasé... j'avais teasé. Et si on avait aussi teasé avec Polydomso, Crocop, on avait dit on allait faire un sondage et tout. Crocop arrivera. Oui. Mais là, le premier sera... Paolo Borrachinha. A.K.A.
L'effaceur en français, mais ça le Non, fait. et qui est... Paulo Costa. Non, et qui est... Eraser. The Pawn Smile Killer. Oh, bah oui. Bah oui. C'est vrai, c'est moi qui l'ai créé. Bah oui, c'est moi qui l'ai créé. C'est ma création. C'est ma chose. Non, enfin, Oui. Et donc, du coup, ça arrive quand? Ça arrive lundi. Lundi, portrait de Paulo Costa, donc vous allez tout savoir, on l'espère. Oui. Si jamais on a oublié des choses ou qu'on se trompe sur les noms ou sur les prononciations, n'hésitez pas à nous corriger. Et comme ça, on fera surtout plaisir à notre ami Tony Mantalo. Tony Mantalo qui nous a écrit, ben oui, les amis, déjà félicitations pour votre travail, vous nous régalez à chaque vidéo. Bah merci Tony. De bonnes analyses, des explications simples, claires et précises et toujours dans la bonne humeur, donc merci. C'est vrai qu'on essaie parce qu'on s'aime pas trop dans la vie, donc c'est un peu compliqué de rentrer dans le personnage. On donne le change, hein, c'est crédible. Maintenant, passons à ma suggestion. J'aimerais, et je pense ne pas être le seul, à avoir une rubrique vidéo focalisée sur un seul combattant expliquant son parcours, ses débuts pro, son surnom, son gym, ses partenaires d'entraînement, son potentiel, etc. Et votre prédiction, oh merde, là ça va être un peu compliqué, prédiction sur son avenir à l'UFC. Ce serait très intéressant de découvrir ou de mieux connaître les combattants dans leur ensemble et pourquoi ne pas commencer avec Paulo Costa. Ce gars-là est effrayant, ce serait génial d'en savoir un peu plus sur lui. Big up la sœur. Eh bien, merci pour ces suggestions. Mais en plus de ça, c'est vraiment une bonne idée parce que déjà, pour nous-mêmes, c'est vachement intéressant d'aller creuser un peu plus les sujets. C'est vachement intéressant de faire des recherches dessus, juste même pour nous. Donc, c'est tout bénef, quoi. Merci Tony, et puis à lundi. Soit. Le road régie. Excuse-moi.